C'est une nouvelle journée, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Le premier point de ce journal nous conduit sur le site d'exposition du Sahara 2023, les découvertes de l'aquaponie, une savante combinaison de deux modèles d'élevage et de culture. L'aquaculture et l'hydroponie, l'eau et le cycle nutritif des plantes sont en circuit fermé. La pollution des poissons apporte les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. L'aquaponie offre de nombreux avantages, on les découvre dans cet élément que rapporte Lancine Bakayoko. C'est une des attractions du Sahara. Nichée dans ce stand au cœur du parc des expositions, une ferme artificielle qui laisse découvrir l'aquaponie. Le système que vous voyez est un système de production alimentaire durable qui allie à la fois l'élevage de poissons et la culture de maraîchers. Et donc ce système-là, c'est un système simple qui utilise des matériaux locaux. Une planche en bois, un plastique transparent, des tuyaux placés à l'intérieur de la serre, déjà remplis d'eau. L'eau qui est issue de ce bassin est transportée par cette tuyauterie-là, qui alimente à la fois ces bacs. Vous voyez, il y a deux bacs qui ont de la salade, de la laitue. Et donc cette eau qui est riche en nutriments, en azote, va être transportée ici, va être nutritive pour les plantes et les plantes vont donc pouvoir grandir. L'eau des poissons est déversée directement dans les tables de culture où les bactéries prolifèrent et s'occupent de la transformation des nutriments. Les nombreux visiteurs sont séduits par l'aquaponie. On peut faire ça à la maison. Et moi, j'ai déjà eu l'idée de faire, mais je ne savais pas comment j'allais faire. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu, j'étais vraiment intéressé. Ça me paraît très pratique parce que c'est des choses qu'on peut faire n'importe où. Il suffira d'avoir un peu d'espace. On n'a pas besoin du sol. Je crois que c'est intéressant et pratique. Pour nous qui sommes retraités, ce sera une très bonne occupation. Bon à savoir, dans un système aquaponique, ce sont les légumes feuilles et les légumes verts qui auront la croissance la plus rapide puisqu'ils sont moins gourmands en nutriments. Tout se transforme et rien ne se perd avec cette technique de l'aquaponie. Produire de grandes quantités sur une petite surface, c'est aussi l'objectif d'une autre technique de culture hors sol. Il s'agit cette fois de l'horticulture. Des investisseurs hollandais, dans le cadre du projet Hortinor, rencontrent des populations de Tomboucro. C'est dans le département de Yamoussoukro, Kader Sogodogo. Tomboucro, dans le district autonome de Yamoussoukro. Le ministre-gouverneur Augustin Thiam a conduit une délégation d'hommes d'affaires venus des Pays-Bas. Une présence qui s'explique par la volonté de vulgariser le projet Hortinor, l'horticulture à travers de nouvelles techniques de production agricole hors sol. De grandes récoltes sur des petits espaces. Sur une surface de 250 mètres carrés, on peut produire jusqu'à 3-4 tonnes de cornichons hors sol. Et ça met à l'abri de l'utilisation des pesticides parce qu'on utilise des engrais végétaux et ça met à l'abri aussi de ce qu'on appelle le péril fécal. Une occasion pour la trentaine d'entreprises présentes d'explorer des possibilités d'investissement avec de nouveaux partenariats. C'est un projet hors sol, mais on veut aussi voir si on peut le faire en plein champ, d'une manière durable, agroécologique, de former des jeunes pour montrer comment on peut faire pousser des légumes d'une manière beaucoup plus efficace avec des technologies assez simples mais très efficaces. Une présence fructueuse pour la population de Tomboucro avec sa jeunesse en tête. Ce projet aussi, il est bienvenu, il sera bien accueilli pour, donner le mieux-être à la population de Tomboucro et ses alentours. Nous remercions le ministre, gouverneur et toute sa délégation. Ces hommes d'affaires venus des Pays-Bas prennent part au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara à Abidjan. Une présence mise à profit pour passer en revue les possibilités d'investissement. Le cancer du sein et le combat de ce mois d'octobre, une lutte que mène depuis 2021 Emma Adingra, dépistée au cours des initiatives d'Octobre Rose, chimiothérapie, radiothérapie ou encore ablation du sein sont désormais les éléments clés du témoignage des 2 dernières années de sa vie. C'est le combat pour une vie que présente Alexis Ouedraogo. Comme tous les midis, maîtresse Emma, comme on l'appelle ici, fait son petit tour à la cantine de l'école. Et puis arrêtez de bavarder parce que les autres sont couchés.
Sous-directrice dans cet établissement primaire, Emma porte un lourd fardeau depuis 2021, date à laquelle un cancer de sein lui a été diagnostiqué. Après mon bain, j'ai senti une boule dans mon sein droit. Au fur et à mesure, je me rends compte que la boule grossissait. Je suis allée faire l'examen. Ils m'ont fait la mammographie. Ils ont vu qu'effectivement, il y avait une masse. Mais comme le sein est petit, ils n'arrivaient pas à bien voir. Il fallait faire une biopsie. C'est quand le résultat est sorti, ils ont dit que c'était un cancer. C'est le début de sa bataille pour la vie. Au total, 8 séances de chimiothérapie. Après elle, la radiothérapie. Ouh, c'est pas facile. C'est pas facile. La chimio, là, ça t'arrache les cheveux. Tout ce qui est poil sur toi tombe en tout cas. Et puis, beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. On ne peut pas exprimer dans les pieds, dans les mains. Tu ne sais pas où ça se trouve. Quand je suis passée maintenant à la radiothérapie, ça a commencé à me noircir les mains. Ça a noirci ma poitrine, la partie où les rayons là ont traité à noircir. Tu peux pas, même prendre une feuille comme ça, c'est pas facile. Tu perds tes empreintes, tout quoi. Au niveau des pieds aussi pareil. Ça sèche les pieds. Par moments, tu peux pas bien marcher parce que tout est sec. Emma a aussi fait face à l'ablation de son sein droit, un moment très difficile rendu supportable par les prothèses aujourd'hui disponibles. Ces temps sombres, Emma a la chance de les traverser avec sa famille biologique, mais aussi celle professionnelle. Nous faisons un effort pour l'aider à pouvoir supporter un temps soit peu. Et donc nous sommes autour d'elle. Elle a été formidable, aussi bien pour elle que pour son entourage, parce qu'elle n'a pas voulu que ça nous affecte, que ça agisse sur notre travail. Donc elle a tout fait pour que on se sente en confiance, on ne s'appuie surtout pas sur son sort. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein est le deuxième cancer de la femme, avec un diagnostic souvent posé tardivement à l'étape de métastase. À la faveur du mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, Emma exhorte au dépistage. Tu peux être là comme ça, la boule, comme je disais, par moment elle est apparente, par moment on ne la sent pas. Tu palpes même, tu ne vois pas où elle est passée, mais elle est là. Et c'est après, au fil du temps, que tu vois que c'est en train de grossir. Donc je souhaite que vraiment ces femmes-là se touchent, qu'elles essaient de se palper les matins, de voir que c'est comme ça, moi j'ai su. En novembre prochain, Emma aura fini son traitement actuel et en entamera un nouveau. Depuis, je suis sortie des 2 séances-là, de la chimio, de la radiothérapie. Vraiment, j'essaie de vivre, de réaliser mes rêves. Je sais que Dieu m'a fait grâce, je suis encore vivante, mais je sens encore les douleurs, tout, la fatigue. Mais je fais l'effort aussi de vivre. Vivre, tout simplement, avec ce sourire qu'elle ne semble jamais perdre. Le cancer du sein compte 3300 nouveaux cas chaque année et près de 1800 décès en Côte d'Ivoire. Une affection qui pourtant peut être aujourd'hui prise en charge si elle est dépistée le plus tôt possible. Voilà le témoignage de la vie d'Emma Adingra, qui est aussi celui de nombreuses femmes ici et partout dans le monde. Le réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective a tenu son assemblée générale constitutive. Ce réseau est invité à mener des actions pour faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle par une contribution au développement prospective en vue de soutenir la formation structurelle. Le développement avec Mahama Traoré. Une assemblée générale constitutive en vue d'adopter les statuts et le règlement intérieur du réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective, en abrégé RESIP. La mise en place de ce cercle de réflexion et de proposition qui compte déjà une centaine de membres a été suscitée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Nous voulons fédérer toutes les compétences et créer un cadre d'échange entre ces personnalités pour que nous puissions diffuser largement la fonction de prospective en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de cadre formel de mise en place d'une communauté de tous les professionnels ou de tous les praticiens de la prospective, ce qui donnait quand même libre cours, libre choix à tous les acteurs de pouvoir faire de la prospective comme ils le souhaitaient. Vulgarisation, partage d'expériences, renforcement de capacités. Avec une telle vision, la communauté des prospectivistes peut compter sur le soutien du ministère de tutelle. Le RESIP constituera
un cadre national du partage d'expériences qui contribuera sans nul doute à harmoniser les pratiques d'un domaine qui est en forte demande dans notre administration publique. La création du RESIP coïncide avec le cinquantenaire de l'instauration de la prospective dans l'administration publique ivoirienne, événement qui sera commémoré par l'organisation de la Journée nationale de la prospective cette année. Actualité à l'Assemblée nationale, le calendrier des travaux parlementaires a été adopté. Il est organisé par 17 projets de loi à examiner, 3 séances orales avec débat et l'examen du budget de l'État, grand objectif de cette session parlementaire. Développement avec Moussa Konaté. Les travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale démarrent à compter de ce jour 4 octobre et prendront fin le 29 décembre prochain. Les députés donnent leur accord à l'unanimité pour le calendrier de travail proposé par la conférence des présidents. 17 textes de loi seront examinés durant cette période. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification de conventions internationales et 2 projets de loi de ratification d'ordonnances. À ces projets de loi s'ajoutent 3 projets de loi budgétaires, à savoir le projet de loi de finances rectificatif de l'année 2023, le projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Il est également prévu au calendrier 3 séances de questions orales avec débat et une semaine consacrée à l'évaluation, dite semaine de l'évaluation, du 17 au 19 octobre. Le président de l'Assemblée nationale exhorte également les députés à être présents lors des travaux en commission afin d'apporter leur contribution pendant les débats. Autre actualité politique, le Conseil d'État a rendu une décision sur les recours des élections locales pour le district d'Abidjan. Les résultats des communes de Cocody, du Plateau ou encore de Yopougon ou Treichville sont confirmés. Le scrutin sera par contre repris dans la ville d'Oumé. Le détail par Moussa Konaté. Les recours en annulation des élections municipales à Cocody, Yopougon, Plateau et Treichville, rejetés par le Conseil d'État. Les candidats déclarés, élus dans ces communes par la commission électorale indépendante, sont donc confirmés vainqueurs. En plus de ces 4 communes du district d'Abidjan, le Conseil d'État annonce également le rejet des requêtes concernant 5 autres localités que sont Divo, Buyo, Waninou, Abangourou et Boafli. Les recours enregistrés pour ces localités sont jugés recevables mais mal fondés selon l'institution judiciaire en charge du contentieux électoral. À l'issue de ces délibérations, le Conseil d'État a retenu comme verdict l'annulation du scrutin du 2 septembre dernier à Oumé. L'élection pour le poste de maire de la commune d'Oumé sera donc reprise dans un délai de 3 mois. Au total, 18 dossiers étaient sur la table du Conseil d'État qui s'est réuni pour sa 4e audience ce mardi 3 octobre. La prochaine séance de délibération est prévue le jeudi 5 octobre. L'ambassadeur Enza Camara a reçu le titre de docteur honoris causa en philosophie de sciences humaines, une reconnaissance qui émane d'un établissement d'enseignement supérieur international reconnu pour ses programmes novateurs à l'initiative d'une ONG, Milkshade of Women, organisée au cours d'un gala de charité récemment. Le point avec Angela Diallo. L'ambassadeur Enza Camara, désormais docteur honoris causa en philosophie des sciences humaines. Il a reçu cette récompense de l'United Graduate College and Seminary International pour son engagement humanitaire exemplaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Une aubaine qui fait la promotion de l'excellence et rend hommage aux défenseurs des droits humains. Au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur Enza Camara s'est engagé à continuer à œuvrer afin de renforcer la résilience de la communauté ivoirienne. À son tour, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, a félicité les bénéficiaires. Félicitations à vous, chers bénéficiaires. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la défense des droits humains dans le monde. Enza Camara exerce en qualité de consul général de Côte d'Ivoire à New York et de délégué général du service de promotion économique de Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
L'actualité sportive retient que pour cette journée, le sélectionneur de l'équipe nationale de football communiquera ce jeudi la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Maroc et l'Afrique du Sud, des matchs prévus se tenir respectivement les 14 et 17 octobre prochains. Actualité internationale au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Kouegri Netama est nommé chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le capitaine Ibrahim Traoré a limogé le chef d'état-major de la gendarmerie nationale burkinabé, le lieutenant-colonel Evra Sonda, en poste depuis le 1er février 2022. Un changement qui intervient alors que 2 responsables de la gendarmerie sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de déstabilisation du pays. Actualité en Europe, les ambassadeurs des pays de l'Union européenne réunis hier à Bruxelles se sont mis d'accord sur un texte clé de la réforme de la politique migratoire européenne en surmontant des réticences italiennes avant un sommet des 27 qui se tiendra demain en Espagne, un sommet auquel participera le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, donc un sommet de la communauté politique européenne. Il n'y rencontrera pas par contre le président azerbaïdjanais, contrairement à ce qui était prévu, car ce dernier a refusé d'y participer. Actualité en Inde, au moins 10 personnes sont mortes et 82 sont portées disparues à la suite de crues dans une vallée de l'état de Sikkim, c'est au nord de ce pays. Des débordements liés au lac glacial himalayen. Un bilan précédent faisait état de 5 morts, des dizaines de disparus, dont 23 soldats. C'est la fin de ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur RTI1.